Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle qu'on a parlé cette semaine et la semaine passée sur le fait que la température, alors il y a des prédictions que la température globale de notre planète franchira le 1,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Donc je vais voir si je peux vous donner quelques informations pour expliquer cela. Donc nous avons eu plusieurs nouvelles, donc ça ici, ça date de 3 jours de la BBC. On a que, bien sûr, les changements climatiques nous disent qu'on dépasse le 1,5 degré Celsius. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on va regarder le petit graphique qui est ici, sur ce graphique, on montre certaines choses. On montre le fait que si on prend les températures de 1850 à 1900, on prend ces températures, on les fait les moyennes et ça devient notre point de référence. À partir de cela, on regarde les températures par après et on se dit comment est les températures par rapport à ce point de référence et on peut voir ici dans cet article qu'il y a une augmentation de la température moyenne ici. Donc on peut voir que la température augmente, c'est pour ça que dans les médias sociaux et dans les médias, on parle du réchauffement climatique. Nous sommes en 2022, on avait ici une température qui était au-dessus de 1,2 degrés Celsius par rapport aux températures pré-industrielles. Et on se dit que possiblement que cet été, on va franchir le 1,5 degré par rapport à ces niveaux pré-industriels. Je rappelle que ça, c'est basé sur les statistiques. On a fait la moyenne de 1850 à 1900. Et bien sûr, il faut prendre ceci de cette façon-là. Et peut-être qu'à la fin, je vais mentionner comment est-ce qu'on peut avoir d'autres points de référence et vous allez voir comment c'est intéressant. Alors ici, afin de pouvoir prédire cela, il y a des scientifiques qui disent que cette année, nous allons voir ce qu'on appelle un El Niño. Donc, un El Niño comme ceci. La question, c'est qu'est-ce que c'est un El Niño? Ça ici, ça vient de l'espagnol qui veut dire petit garçon. Et depuis quelques années, nous avions ce qu'on appelle la Niña. On va parler de la Niña aujourd'hui et il y a des années normales. Et donc, je vais parler, c'est quoi la différence entre avoir des noms pour des changements de température, des changements de climat, El Niño, la Niña et des années normales. Donc, voyons voir ce que nous pouvons voir ici. Donc, première chose que je vais montrer, c'est ici. Donc, ça vient d'un site qu'on appelle le Pacific Marine Environmental Lab. Alors, on a plein de données sur, ici, les températures océaniques du Pacifique. Donc, quelque chose à considérer, c'est que le Pacifique est très profond. Ça veut dire qu'à la surface, nous avons des températures qui sont plus chaudes parce que le soleil va sur la surface du Pacifique et réchauffe les océans. Et bien sûr, plus on va en profondeur, plus les températures vont être plus froides. Ça semble normal. Si vous allez vous baigner dans un lac, l'eau, elle est très, très chaude à la surface. Mais si vous mettez vos pieds vers le fond, alors disons que vous avez 2 mètres de profondeur près de la bordure d'un lac, vous allez voir que c'est froid pour vos pieds. Et si vous allez un petit peu plus loin et vous plongez, vous allez peut-être à, je ne sais pas, 3 mètres, 4 mètres. C'est très, très frisquet dans un lac. Parce que bien sûr, l'eau chaude est plus légère vers la surface, l'eau froide reste dans le fond. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Maintenant, lorsque nous avons cette eau à la surface, cette eau ici peut bouger dépendant des vents de la surface. Donc ici, on a une petite vidéo qui montre la circulation atmosphérique de la planète. Ça date de 2010. En général, c'est la même chose à chaque année. Je vais mettre le lien de ce vidéo. Ça vient de NCAR ici. Très bien. Donc, on peut voir que si nous avons notre planète, je vais aller chercher un globe terrestre. Donc, si nous avons ici un globe terrestre, voyons voir, pour vous montrer ceci. Donc, le globe terrestre ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il tourne de ce côté-ci. C'est pour ça qu'on a le jour ici en Europe
pendant que c'est la nuit ici en Amérique du Nord. On arrive en fin d'après-midi en Europe et on a le matin ici en Amérique du Nord. Puisque ça tourne comme ceci, nous avons une planète qui est en rotation sur elle-même. C'est quelque chose qui est solide et liquide. Et puisqu'elle tourne comme cela, chose intéressante, c'est que l'atmosphère qui est au-dessus n'est pas fixée directement sur la planète. Donc, conséquence, si moi je tourne ici notre planète, écoutez un peu le son, on peut entendre qu'il y a des frictions. Donc, l'atmosphère est sur notre planète et avec la friction, l'atmosphère ne tourne pas nécessairement aussi vite que la planète. Conséquence de cela, nous avons ici les circulations atmosphériques. Donc, on peut voir ici, la planète va de ce côté-ci, et donc l'atmosphère qui, elle, est plus fluide, parce que c'est un gaz, a tendance à apparaître qui va ici de droite vers la gauche. Maintenant, regardez ici, nous avons le Pacifique, le début du Pacifique ici, et il y a des vents qui vont ici de l'est vers l'ouest. Et on peut voir ici le mouvement qui va de ce côté-ci. Donc, ces vents qui vont comme cela, on les appelle des alizés ou les grands alizés. Donc, ici, les grands alizés. Une alizé, les grands alizés comme cela. Très bien. Donc, ça ici, c'est quelque chose qui est intéressant parce que le fait qu'il y a l'atmosphère qui va de ce côté-ci, le vent va sur l'eau et ça va créer un mouvement vers l'ouest. Donc, d'une certaine façon, si nous avons des vents qui sont stables, nous allons avoir le dessus de l'océan qui va aller vers l'ouest. Et qu'est-ce qu'on a vers l'ouest? Nous avons ici l'Australie en hémisphère sud et nous avons ici l'est de l'Asie de ce côté-là. Et on peut voir ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a des tourbillons. Ces tourbillons ici, on est en mois d'août, ce sont les moussons ici et les grandes précipitations qui ont lieu ici en Amérique du Nord, bien sûr. Alors, il y a des vents qui se frottent sur la surface de l'océan et quelques petites choses arrivent de façon intéressante. Retournons ici à notre image. Nous avons ici l'eau chaude qui est en surface et nous avons l'eau froide en profondeur. Ça veut dire que, voyons voir, si nous avons des conditions normales, et je vais mettre ici les liens pour ces photos, et merci Wikipédia pour ceux-ci. En vrai dire, ces dessins, je les aime bien, ça vient bien sûr de NOAA, où nous étions tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé ces images directement sur le site, donc j'apprécie que on peut les utiliser sans difficulté de droit d'auteur. Donc, on a vu il y a quelques instants qu'il y a des vents qui vont de l'est. Donc, on peut voir ici l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui vont vers l'ouest. Donc, d'une certaine façon, on a un petit peu plus d'eau chaude à la surface en allant vers l'ouest. Et donc, une certaine quantité d'eau froide en profondeur sort ici et se retrouve plus frais de la surface. En passant de ce côté-ci, on a plein d'endroits que c'est fantastique pour la pêche, parce que cette eau froide ici emmène de l'eau oxygénée, plein de nutriments. Et on a ici l'île de Pâques, c'est un endroit favorable à la pêche parce qu'il y a toutes sortes de nutriments. Et bien sûr, on se retrouve ici dans le milieu du Pacifique avec une évaporation. Conséquence de cette évaporation, nous avons ici des nuages qui vont dans l'atmosphère. Où vont ces nuages? Retournons ici à notre petite vidéo. Donc, alors ici, on se retrouve dans le mois de janvier durant l'hiver. On a ici de l'évaporation. Il y a peu d'évaporation parce que c'est l'hiver. Mais si on se rapporte vers l'été, ça c'est le mois d'août, mois de septembre. On avait de bons exemples tout à l'heure. On peut voir ici comment est-ce que l'évaporation ici peut, si elle reste sur le Pacifique, peut affecter peu de personnes, mais si on a ces grandes évaporations qui vont ici, en Asie, on a beaucoup de précipitations favorables pour l'agriculture. Même chose ici pour l'Afrique. OK, ça c'est intéressant. Très bien. Par contre, il arrive quelquefois que ces mouvements ici
qui sont les grands alizés, peuvent changer de force. Et ça, c'est quelque chose à considérer. Quelquefois, ces grands alizés sont plus faibles, quelquefois, ces grands alizés sont plus fortes. Alors, voyons voir. Nous disons que, alors ça ici, c'est pour normal. Voyons voir pour El Niño. Pour El Niño, ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est qu'on obtient le fait que les grands alizés sont plus faibles. Conséquence de cela, au lieu que l'eau chaude de surface se retrouve vers l'ouest, parce qu'ils sont moins poussés vers l'ouest, on se retrouve avec ici de l'eau chaude ou de l'eau plus chaude qui couvre plus grand du Pacifique. Autre chose aussi, c'est que l'eau qui était en profondeur ici, qui était plus froide, ne monte plus à la surface sur le côté ouest de l'Amérique du Sud. Ici, ça cause quelques conséquences. Premièrement, nous avons le fait qu'il y a moins d'eau froide. Donc ici, c'est beaucoup plus tempéré. Donc, il y a plus d'évaporation. Donc ici, il peut y avoir plus favorable à l'agriculture. L'évaporation ici, dans le milieu du Pacifique, va monter ici. Donc ici, ça peut moins affecter notre... il y aura moins de pluie en Asie, moins de pluie qui seront aussi, voyons voir, moins de pluie qui sera, je vais le dire, en Australie, voilà. Et une des conséquences de cela, c'est qu'au lieu d'avoir une évaporation qui va donner beaucoup d'eau ici, en Australie et en Asie, on peut se retrouver avec de la sécheresse. Parce que l'eau qui était ici de façon normale n'est plus là. Conséquence, ça veut dire que les températures sont différentes, il y a moins de précipitations et quelquefois on peut se retrouver avec beaucoup plus de sécheresse qui n'est pas bon pour les écosystèmes. Quelquefois on peut avoir des feux de forêt parce que c'est plus difficile. Donc ça, c'est ce que l'on peut dire avec le El Niño. Très bien. Comparé à cela, nous avons ce qu'on appelle la Niña. Donc je rappelle ici, on a le normal, on a nos grands alizés qui sont ici, qui vont pousser l'eau chaude ici, donc on a des précipitations qui arrivent. Si nous avons la Niña, qui est contraire à El Niño, nous avons des grands alizés qui vont pousser encore plus loin ici notre eau de surface qui va être maintenant beaucoup plus près de l'Australie. On va se retrouver ici avec beaucoup plus de pluie parce que toutes les évaporations qui se passent ici vont se retrouver ici en Asie. Une autre conséquence, on se retrouve avec ici beaucoup plus d'eau froide des profondeurs. Donc, si on va aller à la plage ici, l'eau est plus froide dans ce côté-là. Maintenant, pourquoi est-ce que El Niño, les années normales ou la Niña peut affecter nos climats? Donc, voyons voir. Donc ici, on dit qu'il y aura la Niña qui arrive, qui va nous donner de l'eau chaude beaucoup plus à l'ouest. On recommence ici avec notre dessin. Donc, on est ici, on se dit qu'il y aura la Niña, les alizés semblent beaucoup plus grands. Mais chose qui est intéressante, c'est que lorsque nous avons, on va voir l'été si on peut avoir plus d'évaporation, on a plus d'évaporation ici à l'ouest du Pacifique. Mais chose intéressante, ça veut dire que l'évaporation ici va avec une eau qui est plus évaporée, il y a plus d'eau dans l'atmosphère. En ayant plus d'eau dans l'atmosphère, il y a plus de gaz à effet de serre qui est cette eau. Conséquence, on se retrouve ici en Amérique du Nord et on peut même voir ici, lorsqu'il y a des précipitations, les précipitations peuvent tomber dans l'océan Pacifique, ici. Donc, par le temps que l'air, à cause des grands vents, vont arriver ici en Amérique du Nord, on risque d'avoir moins de pluie, on risque d'avoir que ce soit plus chaud, parce qu'ici, on a l'air qui monte ici de l'équateur, et donc, on se dit que par rapport aux États-Unis, ce sera beaucoup plus chaud. Mais ce sera possiblement la même chose lorsqu'on parle du reste de la planète. On a ici beaucoup plus d'air chaud, beaucoup plus d'évaporation. Les chances sont qu'ici, il y aura beaucoup plus de précipitations. Ça veut dire que d'une certaine façon, est-ce que ça va affecter le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique? C'est une excellente question.
Et ça, c'est pour ça qu'on dit on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut arriver. La seule chose que nous savons, c'est que il y a, selon ce qu'on peut voir, une augmentation des vents vers l'ouest qui peut affecter les grands mouvements qui sont atmosphériques et en fin de compte changer beaucoup plus ce qui se passe dans notre atmosphère. Est-ce que ça va changer les climats? Pas vraiment, parce que n'oubliez pas que ça, c'est un changement de météo. Et la météo, c'est à court terme, ça change à toutes les années, à tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Par contre, pour changer les climats, à ce moment-là, c'est une moyenne sur peut-être 25 ou 30 ans lorsqu'il y a des changements. Alors, si on prend ici notre graphique de tout à l'heure, on regarde ici l'information pré-industrielle et on peut voir qu'il y a un réchauffement depuis ce temps. Mais si on prend une moyenne d'une trentaine d'années, la moyenne ici d'une trentaine d'années est beaucoup plus chaude qu'une moyenne d'une trentaine d'années dans le passé. Ça veut dire que ce n'est plus les températures qui changent, on peut avoir des modifications de climat. Et c'est pour ça qu'on peut, avec les années, avec les décennies, se retrouver avec des migrations qui sont dues au climat, parce qu'il y a certains endroits qui étaient peut-être propices à l'agriculture ou autres. Maintenant, c'est beaucoup plus sec parce que c'est plus chaud et donc les personnes doivent déménager. Parce que n'oubliez pas que quand il y a des changements climatiques, il y a des endroits où ce sera plus sec, d'autres endroits où ce sera plus humide. Il y a des grands changements et c'est là qu'on doit créer des migrations. Et la question c'est, lorsqu'on parle de migration, ce n'est plus maintenant la géopolitique qui est important, mais c'est l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut penser bien sûr à notre humanité. Et petit point avant de quitter, ça c'est ce que nous avons vu depuis quelque temps avec une moyenne ici pré-industrielle et on peut voir qu'il y a un réchauffement depuis les années 40 et ça semble être continu. Je vais montrer ici quand les scientifiques se sont rencontrés dans les années 80, donc le protocole de Kyoto. Nous avons parlé aussi, bien sûr, des conférences de Paris. Vous savez, en 2015, il y avait COP 21. Ces conférences de Paris, c'est basé sur le fait que, pourquoi 21? C'est que si on recule 21, avant, on avait un moment où les personnes se sont mis ensemble et ont commencé à prendre des décisions sur l'environnement. Et on peut voir ici que la moyenne qu'ils ont fait, alors ici on dit la différence d'une moyenne entre 1900 et 2000, donc 1900 va de ici jusqu'à 2000 là, mais moi lorsque j'ai commencé à étudier les changements climatiques et tout, ce n'était pas le siècle qui était important, mais c'était, on regardait ici le milieu. Entre les années 50 et 80, les scientifiques ont pris 30 années, comme un peu un climat, ont fait une moyenne. Et c'est à partir de là qu'on a fait toutes ces conférences internationales pour faire cela. Si vous êtes intéressé, parmi les premiers, c'était en 1982, je pense, qu'on a commencé à se rencontrer. Il y a eu la conférence, il y a eu le protocole de Kyoto où tout le monde s'est mis ensemble. On dit oui, il faut faire des choses. On s'est rencontrés à Copenhague. On s'est rencontrés un peu partout. Maintenant, on les appelle les conférences de Paris parce qu'en 2015, on dit vraiment, il faut faire quelque chose. Et puis, depuis ce temps-là, on les appelle, par exemple, COP 22, COP 23, COP 24, COP, C-O-P pour conférence, Conference of Paris ou conférence de Paris. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et aussi ce qui se passe annuellement. On a besoin de vos idées pour nos idées. Les choses intéressantes, on peut voir, notre moyenne ici est dans les années 50 à 80. Et depuis ce temps-là, il y a un réchauffement. Et avant ça, on dit que c'était plus frais. Et bien sûr, c'est toute une question de où est-ce qu'on prend notre point de référence. Alors, regardez ici, point de référence milieu du 20e siècle, tandis que ici, le point de référence est dans les années 1850, on pourrait dire jusque dans les années 1940. Donc, on peut dire toutes sortes de choses avec les graphiques. Ici, on dit qu'on va atteindre le 1,5 degré, tandis que l'autre ici, on est rendu, alors ici c'est 1 degré, donc on arriverait peut-être à 1,2 degré. Le point de référence est important. Mais si nous regardons les grands
rapports. Donc, par exemple, le GIEC ici, qui est un groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Nous, ici, on utilise les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Donc, ça ici, c'est le point que le GIEC veut faire. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est une excellente question. Et bien sûr, c'est ça que les discussions et les scientifiques sont pour se rencontrer. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite information sur El Niño et La Niña et comment est-ce qu'on l'utilise pour faire les discussions. Alors ici, tiens, ça c'est la dernière photo, je la trouve fantastique. Ça montre ici comment est-ce que nous avons des conditions normales. Avec ici, on a l'Amérique du Sud. Ici, nous avons le nord de l'Australie, nous avons les Philippines, Malaisie, Indonésie, et ainsi de suite. Dans les années normales, nous avons de l'eau chaude qui se retrouve plus ou moins dans le milieu du Pacifique. Lorsqu'on a le El Niño, il y a moins de grands alizés, donc l'eau chaude se retrouve beaucoup plus près des Amériques. Et bien sûr, lorsque c'est la Niña, on se retrouve avec de l'eau chaude beaucoup plus à l'ouest. Et bien sûr, il faut penser à ces grands cycles et mouvements atmosphériques, et ça change la donne. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.